Salut tout le monde et bienvenue. Alors, imaginez un instant faire tourner plusieurs ordinateurs, des systèmes d'exploitation complets, sur une seule machine physique. C'est un peu un super pouvoir, non? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui avec Hyper-V, la solution de virtualisation signée Microsoft. Allez, c'est parti, ça va être passionnant. Le truc, c'est que dans la plupart des entreprises, c'est souvent la même histoire. On a un serveur pour les emails, un autre pour la base de données, encore un pour le site web, et la plupart du temps, ces machines tournent à 15% de leur capacité. C'est un gaspillage monumental de matériel, d'électricité et bien sûr d'argent. Alors la question se pose, et si on pouvait tout centraliser sur une seule machine pour enfin l'utiliser à fond? Eh bien c'est ça la promesse de la virtualisation. Ok, voilà le programme du jour. D'abord, on va poser les bases. C'est quoi la virtualisation? Ensuite, on jettera un œil au poste de pilotage, le gestionnaire Hyper-V. Après ça, on verra comment tout ce petit monde communique avec les commutateurs virtuels. On va aussi aborder le grand débat, le classique Hyper-V contre VMware. Et pour finir en beauté, on parlera sécurité maximale pour les machines virtuelles. C'est un beau programme, non? Allons-y. Allez, on attaque direct. Première partie, la virtualisation. C'est un terme qu'on entend à toutes les sauces. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est assez simple à visualiser. Imaginez un immense hangar, complètement vide. Un architecte arrive et au lieu de le laisser comme ça, il le divise en plein de petits bureaux indépendants. Chaque bureau a ses propres murs, sa porte, sa clé. Les gens qui travaillent dedans, ce sont nos machines virtuelles. Ils sont complètement autonomes, mais ils partagent tous la même structure de base. Le bâtiment, l'électricité, la connexion Internet, qui représentent notre serveur physique. C'est vraiment ça, l'art d'optimiser l'espace. Et là, le visuel est super parlant. À gauche, c'est l'ancienne méthode. Une pile de serveurs qui, franchement, s'ennuie un peu. Chacun bloqué sur sa petite tâche. Résultat, c'est lent, ça coûte une fortune, et bonjour la consommation d'énergie. Et à droite, c'est le jour et la nuit. Un seul gros serveur qui gère tout un tas de machines virtuelles en même temps. Là, on parle d'agilité, d'efficacité, et oui, d'une facture d'électricité qui fait enfin plaisir à voir. Le chef d'orchestre de tout ça, c'est ce qu'on appelle l'hyperviseur. C'est en quelque sorte le système d'exploitation des systèmes d'exploitation. Et Hyper-V, c'est un hyperviseur de type 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est installé directement sur le matériel, sur le métal comme on dit dans le jargon. Il n'y a rien entre lui et les composants physiques. C'est un peu comme si on avait un accès direct au moteur d'une voiture, sans passer par la boîte de vitesse. L'avantage, évidemment, c'est la performance. On obtient une vitesse et une efficacité optimales. Bon, c'est super d'avoir toute cette puissance, mais la question c'est comment on pilote tout ça? Allez, on entre dans le cockpit et on découvre le gestionnaire Hyper-V. Voilà donc le tableau de bord, c'est vraiment pensé pour l'efficacité. À gauche, on a la liste de tous les serveurs Hyper-V connectés, peu importe où ils se trouvent. On en choisit un et hop, au milieu, on voit apparaître toutes les machines virtuelles qui tournent dessus. On clique sur une VM et sur la droite, on a immédiatement accès à tout le nécessaire. Démarrer, arrêter, cloner, configurer, bref, tout est sous la main pour agir vite et bien. Ce qui est vraiment génial avec cet outil, c'est que la puissance est à portée de clic. Créer une nouvelle machine virtuelle, lui donner un peu plus de mémoire vive à la volée, ou encore prendre un point de contrôle. Ça, c'est une fonction géniale. C'est comme faire une sauvegarde instantanée de la machine à un instant T. Parfait avant une mise à jour un peu délicate. Si jamais ça se passe mal, pas de panique. On peut revenir en arrière en un claquement de doigts. Bon, nos machines virtuelles sont prêtes, elles fonctionnent, mais pour le moment, elles sont un peu comme sur une île déserte. Comment est-ce qu'elles peuvent parler entre elles et surtout se connecter au réseau et Internet? C'est là que les commutateurs virtuels entrent en jeu. Hyper-V propose 3 types de réseaux, un peu comme 3 types de connexions. Le premier, c'est l'externe. Ça, c'est la grande porte, l'accès direct au réseau physique et à Internet, essentiel pour les serveurs de production. Ensuite, il y a l'interne. Là, les machines virtuelles peuvent communiquer entre elles et avec le serveur qui les héberge. C'est parfait pour créer un petit labo de test. Et enfin, le mode privé. Là, c'est un réseau complètement isolé. Les machines virtuelles peuvent se parler, mais elles sont coupées du reste du monde. Idéal pour tester un logiciel un peu louche sans prendre le moindre risque. Et là, attention, petite astuce qui peut éviter de grosses sueurs froides. Quand on configure un commutateur externe, il y a une petite case à cocher super importante. Si le serveur n'a qu'une seule carte réseau, et c'est souvent le cas, et qu'on décoche cette option, on vient de donner le seul accès réseau aux machines virtuelles. Résultat, on se coupe l'herbe sous le pied, on perd l'accès au serveur lui-même. C'est vraiment l'erreur classique, et croyez-moi, c'est le genre d'erreur qu'on ne fait qu'une seule fois. Ok, maintenant qu'on a vu les bases techniques, il est temps de parler du sujet qui passionne et qui divise. Le grand match, Hyper-V contre VMware. D'un côté, le challenger intégré à Windows, de l'autre, le leader historique du marché. C'est la grande question que beaucoup se posent. Est-ce que Hyper-V, qui a l'avantage d'être inclus avec Windows, est vraiment assez robuste pour les entreprises les plus critiques? Ou est-ce que VMware, avec son statut de leader, reste le choix le plus sûr? Pour y voir plus clair, rien de tel que d'écouter les avis de ceux qui les utilisent tous les jours.
Alors, du côté des partisans d'Hyper-V, on entend souvent cet argument qui est très bien résumé par ce commentaire. En gros, l'idée, c'est que si on rencontre des problèmes, ce n'est pas la faute de la technologie elle-même, mais plutôt de la manière dont elle a été mise en place. Autrement dit, un Hyper-V bien configuré par quelqu'un qui sait ce qu'il fait, c'est du solide, c'est fiable. Mais, bien sûr, il y a un autre son de cloche. Et cet avis d'un administrateur qui jongle avec les deux est assez parlant. Pour lui, Hyper-V, c'est un peu la source de petits pépins récurrents, de choses qui ne marchent pas comme prévu. Et en comparaison, VMware lui semble plus stable, plus carré, bref, plus rassurant au quotidien. Pour cette personne, il n'y a pas photo. Le choix se porte sur VMware à chaque fois. Alors, qui a raison? En fin de compte, comme souvent, tout est une question de compromis. D'un côté, l'argument choc pour Hyper-V, c'est le coût. C'est inclus dans Windows Server, donc l'économie sur les licences est énorme. De l'autre côté, VMware a pour lui sa réputation de fiabilité à toute épreuve, un écosystème gigantesque et des années d'expérience. Le choix final va souvent dépendre du budget disponible et des compétences techniques qu'on a en interne. Allez, pour terminer, on va aborder une fonctionnalité de sécurité vraiment avancée. On passe un peu en mode paranoïa, mais c'est pour une excellente raison. Imaginez un scénario. Il faut protéger les données d'une VM, non pas d'un hacker à l'autre bout du monde, mais des propres administrateurs du serveur physique. C'est un vrai casse-tête. Et c'est le défi que la structure protégée d'Hyper-V cherche à résoudre. Le point de départ, il est simple, et il fait un peu froid dans le dos. Si un attaquant ou même un administrateur malveillant prend le contrôle du serveur hôte, il a accès à absolument tout. Il peut copier les disques virtuels, espionner la mémoire vive des VM, c'est la porte ouverte. La réponse de Microsoft à ça, ce sont les Shielded VMs, ou machines virtuelles blindées. L'idée, c'est que même si l'hôte est compromis, la VM reste une sorte de coffre-fort numérique, totalement opaque et inaccessible. Et pour que cette forteresse tienne debout, il faut 3 éléments clés. D'abord, le service Guardian Hôte. C'est le gardien du temple, l'autorité de sécurité qui valide tout. Ensuite, il faut des hôtes approuvés, des serveurs Hyper-V qui ont été vérifiés et jugés fiables. Et enfin, bien sûr, les fameuses machines virtuelles blindées. Impossible de faire fonctionner l'un sans les autres. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est la procédure de démarrage. C'est une sorte de danse de sécurité très sophistiquée. Pour pouvoir allumer une VM blindée, le serveur hôte doit d'abord contacter le service Guardian. Il doit prouver son identité et son état de santé. Voilà qui je suis et mon système n'a pas été altéré. Si et seulement si le Guardian est convaincu, il lui délivre un ticket, un certificat. Et c'est avec ce ticket que le serveur peut ensuite demander les clés de chiffrement pour enfin démarrer la machine virtuelle. C'est un niveau de sécurité qu'on voit rarement, c'est vraiment impressionnant. En conclusion, on voit bien qu'Hyper-V a beaucoup évolué. Ce n'est plus le petit nouveau. C'est une plateforme de virtualisation qui est devenue mature, très puissante et qui intègre même des fonctionnalités de sécurité de très haut niveau. La question finale reste donc posée pour chaque projet, chaque entreprise. Est-ce que c'est une alternative économique et performante, quitte à investir un peu plus en formation, ou est-ce que sa complexité et son lien très fort avec Microsoft en font un pari plus audacieux qu'une solution comme VMware qui a fait ses preuves depuis longtemps? Il n'y a pas de réponse universelle, bien sûr. C'est une décision qui dépend vraiment de chaque contexte. Merci d'avoir suivi cette analyse et à bientôt.